l'illustration de Jordan QI Basket, bien sûr, cofondateur QI Basket s'il en est encore une fois. Illustration merveilleuse qu'il a pu nous faire. Les Phoenix Suns contre les Los Angeles Clippers. Donc, on enchaîne sur la seconde preview de la soirée. Les Suns, les rois du mid-range, s'il en est, un triplet CP3, Booker, KD. 3 scores de mid-range incroyables, donc ça cimente bien sûr l'identité de l'équipe offensivement. Une saison à côté de ça en 2 parties, bien sûr, avec le trade de KD qui est arrivé en seconde partie de saison seulement. Une première partie de saison qui était quelque peu tronquée par les blessures. Blessure de CP3, blessure de Booker en 2 temps, et un gros avant-après, notamment sur la blessure de Booker, et une vraie différence de niveau, puisque les Suns étaient quand même très bons sur la première partie de saison, et puis après ont vraiment subi une perte de niveau avec cette blessure de Booker surtout. L'arrivée de KD ensuite en seconde saison, avec la frustration aussi de ne pas trop le voir. Mais néanmoins, très vite rassuré, puisque je crois qu'il n'a pas perdu un match avec eux, et pas perdu un match depuis très longtemps. 7 ou 8-0, ouais. Et même au plus global, je crois, avec Brooklyn, etc., c'est plus 20 victoires pour 3 défaites, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça, enfin une stat assez folle, qui montre encore que KD, après un run de playoff un peu difficile l'année passée, je vais le rappeler, parce que j'ai l'impression que tout le monde a oublié ce passage, bien aidé par le talent de KD, hein, je l'admets bien sûr. Mais en tout cas, une absence de KD qui a quand même, et une arrivée de KD qui soulève quand même d'autres petites questions en marge, mais qui vont peut-être être intéressantes de rappeler tout au long de cette preview. La perte de Jay Crowder, en première partie de saison qui n'avait rien à voir, mais aussi bien sûr du coup dans le trade de Michael Bridges, de Cam Johnson, qui pose des questions défensives bien sûr, mais aussi en termes de profondeur, avec des Suns du coup un petit peu plus diminués. Une dépendance potentielle à Kevin Durant. Les résultats sans lui étaient un petit peu plus moyens, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses un petit peu des Suns de cette saison, Jérémy, globalement ? Je trouve que la saison est assez dure à juger parce que après 2 saisons où ils ont été très très loin des blessures et on se disait tout roule pour eux. Là cette année la saison a été beaucoup tronquée par l'absence de Devin Booker. Dans un second temps, il y a l'arrivée de Kevin Durant qui appauvrit forcément l'effectif avec le départ de Michael Bridges et Cam Johnson qui étaient quand même 2 rouages très très importants de la rotation des Suns. Malheureusement, Kevin Durant qui débarque ne joue que 8 matchs avec son équipe. Or, c'est finalement un petit peu ce qui nous intéresse le plus. Je pense que ce qu'on va dire de Phoenix au terme de cette saison, c'est que le 5 de départ est très fonctionnel et fait peur, je pense, à n'importe qui parce que le nombre d'options offensives, tout en restant très bon défensivement, est indéniable. Par contre, on n'est pas vraiment rassuré au terme de la saison par les rotations des joueurs autour. Il y a du Josh Okogie qui reste le joueur qu'il a toujours été, à savoir un joueur qui est juste déficient offensivement. Il y a Terence Ross qui fait une entrée plutôt moyenne, voire décevante du côté de Phoenix avec une grosse maladresse. TJ Warren qui revenait, dont on pouvait se dire tiens ça c'est le genre d'addition qui va faire du bien, qui peine un petit peu à retrouver son jeu. Et du coup leur rotation est pas hyper rassurante. Et donc il va y avoir un peu des risques de se retrouver avec des rotations où les Suns se disent bon là on attaque à 4 quoi. Bon, difficile de se faire une idée parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais au final, sur la fin de saison, quand ils sont complets, c'est un vrai contender pour cette saison. Bien sûr, Darius Garlanten qui nous dit bonsoir. Et bonsoir à toi, ça fait très plaisir de te retrouver ici dans le chat. Okogie a progressé, je trouve. Je trouve aussi. Il y a aussi l'option Torrey Craig qui peut s'entendre à l'aile. C'est les 2 potentiels joueurs, je trouve, qui restent, qui peuvent amener un petit peu de défense sur les ailes, sur le backcourt aussi. Ça reste un petit peu limité, offensivement notamment. Après, est-ce que c'est pas un non-problème au vu de la puissance de feu que tu as avec les 3 starters et le star power qu'on va voir dans la série, bien sûr, puisque les Clippers ne sont pas en reste, même si on va parler de blessures malheureusement. Voilà. Les Clippers qui, eux,
Bien sûr, en termes d'identité, puisque c'est à ça qu'on s'attache dans ces previews avant de pouvoir passer au point clé de la série, qui ont une identité bien sûr défensive en premier lieu, avec énormément d'ailiers référencés. On pense à Nick Batum, à Robert Covington, j'en oublie énormément. Bon, Kawhi Leonard et Paul George, bien sûr, en tête d'affiche, qui aussi sont quand même des two-way players. En tout cas, on peut espérer attendre un minimum de défense de leur part et sont loin d'être des profils problématiques de ce côté-là du terrain, bien sûr. Une offense, par contre, qui restait compliquée. Alors, il y a toujours les absences de Kawhi et de Paul George qui jouaient, mais malgré tout qui restait assez stagnante avec un manque flagrant de playmaking. Alors il y avait l'essai John Wall en début de saison qui était quand même pas magnifique, pas très fructueux. Reggie Jackson, c'est pas non plus un grand playmaker. Finalement, on se retrouvait sur beaucoup d'ISO Kawhi, Paul George, et l'offense était un petit peu grandement en atroce. tout cas. Non, atroce, hein, on peut le dire. J'essaie de mettre des formes. C'était avec les Lakers, du... ils étaient 29 et 30 quoi, les deux équipes de LA, c'était les deux pires attaques de la ligue, Après, avec l'absence de Kawhi, l'arrivée de Kawhi a fait du bien en fin de début de saison, si je puis m'exprimer ainsi, milieu de saison, début de milieu de saison, mais qui restait là encore une fois de l'ISO, du hero ball et qui faisait un peu de mal avec quand même Kawhi qui réussit à bien lâcher le ballon quand il est pris à 2 et du coup quand même des positions à 3 points qui étaient assez intéressantes. On pense notamment à Nick Batum, qui fait une de ses meilleures saisons au shoot à 3 points avec une très belle efficacité au shoot, ça n'a pas toujours été le cas et donc du coup il y a quand même ça, mais ça restait une offense milieu de tableau et l'équipe qui jouait beaucoup sur sa défense. Il y a eu beaucoup de mouvements à la trade deadline, des arrivées, notamment celle de Russell Westbrook, Plumlee, Bones Hyland, Eric Gordon. Vas-y, je t'en prie, Jérémy, tu veux prendre... Non, mais en fait, c'est vrai que ça fait partie des équipes, on l'a moins dit, mais qui ont vraiment fait un reset de l'effectif. Ouais. Très tourné attaque sur la trade deadline, donc avec les arrivées que tu cites. Et dans les arrivées que tu cites, hormis éventuellement Mason Plumlee, qui, bon, d'un profil un petit peu neutre, c'est vraiment des profils très offensifs dans une équipe des Clippers qui, je trouve, plus la saison avançait, plus la défense s'est filogée. C'est ça. Alors, j'ai du mal à savoir si justement ça fait partie de ce moment et si ça s'est effiloché à cause de ces arrivées de la trade deadline ou si c'était déjà un petit peu le cas avant. Mais effectivement, ça pose question sur l'identité de l'équipe, peut-être quelque chose qui est en train de changer. Le problème, c'est que j'ai l'impression que les chiffres post-All-Star Break et post-trade deadline, ils sont un peu moyens des deux côtés du coup, mais est-ce que c'est pas le pire façon d'aborder la chose? Parce que du coup, tu perds ton avantage et tu gagnes pas forcément vraiment de l'autre côté du terrain. Donc c'est un petit peu, je trouve, compliqué encore une fois de situer ces Clippers et surtout de savoir s'ils auront bien fait d'ajouter ces éléments. En tout cas, Tyronn Lue va avoir du coaching à mettre en place, d'autant plus que, on va très vite y venir, je pense, la blessure de Paul George porte un sacré coup quand même à ces Clippers. Et on va tout de suite, je pense qu'une des clés, une des premières clés que je citais, c'est tout simplement est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à l'absence de Paul George, qui est un coup autant défensivement qu'offensivement. Jérémy, qu'est-ce que tu penses de cette absence de l'ailier? C'est vraiment une série, je trouve, où la notion de star power, elle est très notable, quoi. C'est-à-dire que les Suns ont un vrai feu offensif et on se disait que la force des Clippers en face, c'était de pouvoir un petit peu opposer cette puissance offensive. Le fait de perdre Paul George, c'est un peu l'identité de ce duo qu'ils avaient monté avec Kawhi Leonard, avec vraiment au moment où ils ont créé ce groupe, deux des meilleurs two-way players de la ligue. J'ai un petit peu peur offensivement parce que ça met du coup une grosse pression sur la production offensive de Kawhi et de Russell Westbrook. Et c'est jamais rassurant, je trouve, dans un match-up de playoff, de savoir qu'un joueur dont on sait comment le bloquer va être un de tes producteurs clés de la série. Et je trouve que ça met une grosse pression aussi sur un Kawhi Leonard qui est excellent, mais qui va avoir, je pense, du mal à matcher le duo Devin Booker, Kevin Durant en termes de puissance offensive, quoi. Ouais, il y a un petit peu, pour citer quelqu'un d'autre qui pourrait quand même initier un petit peu, alors en complément, pas forcément en première option bien sûr,
Norman Powell fait une bonne fin de saison. On sait qu'il l'avait pris notamment pour justement faire ce relais à l'ISO, Kawhi et Paul George, parce que c'est un autre ailier un petit peu dans ce style-là qui peut et qui a déjà prouvé qu'il avait une très bonne efficacité sur le jeu en ISO. Et il peut peut-être faire un petit peu relais. Malgré tout, tu le disais, ça reste fragile. Et surtout, voilà, Westbrook en initiateur... C'est un petit peu difficile de l'imaginer. Je ne sais pas si Ty Lue va vouloir stagger très agressivement d'un côté Kawhi, d'un côté Russell Westbrook pour maintenir peut-être un plancher. On sait que Westbrook peut-être avec des seconds couteaux ou face à des seconds couteaux, ce serait peut-être un petit peu plus simple pour lui, notamment face à des Suns qui sont peut-être un peu limités sur la profondeur de banc. L'avantage peut-être pour être un petit peu plus optimiste ou à amener des points un petit peu plus positifs, ce serait que je trouve que Westbrook il apporte quelque chose que les Clippers n'avaient pas forcément, c'est peut-être la gravité vers le cercle, en tout cas la force de pénétration qui manquait je trouve quand même à ces Clippers, puisque et Kawhi et Paul George je trouve drive de moins en moins avec le temps, sont beaucoup plus spécialistes mid-range eux aussi. Mid-range, ouais, clairement. Donc je me dis bon, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, notamment peut-être pour aller un peu challenger Ayton et là aussi essayer de jouer sur le manque de profondeur peut-être sur le poste de pivot du côté des Suns. Mais effectivement offensivement, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les Clippers. Les Clippers qui pourraient par contre bénéficier peut-être du shoot à 3 points. J'ai dit que c'était dans mon conducteur, je disais l'arme des Clippers avec un point d'interrogation. Alors, Paul George, c'est 7 tentatives à 3 points par match, donc c'est forcément un apport à compenser qui sera difficile à compenser. Néanmoins, et je parlais un petit peu du retour de Kawhi dans le 5 au milieu de saison qui a fait du bien, et surtout ses décalages sur son supporting cast, je trouve que au niveau du supporting cast des Clippers, il y a quand même beaucoup de joueurs qui peuvent artiller à 3 points de manière assez fiable, et si... étant donné que les Suns en prennent moins potentiellement, avec quand même beaucoup de spécialistes mid-range, je pense que le jeu mathématique peut faire en sorte que les Clippers peuvent un petit peu affleurer. Par contre, il y aura une vraie variance du coup sur l'efficacité. Je ne sais pas si toi tu vois cet avantage-là, en tout cas ce point-là pour les Clippers pour potentiellement pouvoir un peu compenser. Je pense effectivement que le 3 points va être très important chez eux. J'ai tendance à penser qu'ils vont régulièrement se passer de Plumlee, Zubac et compagnie pour essayer de faire un petit peu des rotations avec 4 shooters et Russell Westbrook. Je pense qu'ils vont effectivement aussi jouer assez loin. Je pense pas qu'ils vont énormément agresser la raquette. La tendance quand même que je vois chez Russell Westbrook et les Clippers depuis son arrivée, c'est d'essayer effectivement d'éviter de le mettre dans ces conditions où il doit foncer tête baissée sur des intérieurs et au contraire plutôt utiliser sa gravité pour ensuite faire des kick-out et espérer que la panoplie, enfin l'énorme panoplie de shooters dont ils disposent puisse s'exprimer. Donc ouais, je pense qu'ils vont beaucoup s'appuyer là-dessus et entre des joueurs comme Norman Powell, Kawhi Leonard, Terrence Mann, Nicolas Batum, Robert Covington et compagnie, ils peuvent enflammer les rencontres, que ce soit sur jeu placé ou sur transition, parce que effectivement une des qualités aussi de l'arrivée de Westbrook, c'est qu'ils jouent de manière plus rapide et que ça leur réussit plutôt bien. Enfin, ces phases-là leur réussissent plutôt bien. Donc oui, c'est clairement une clé de la série. Et je pense que ça va aussi beaucoup obliger un peu les stars des Suns à être très impliqués dans la défense, ne pas rater les close-out et donc aussi bouffer de l'énergie, quoi. Bon, on l'a vu, malgré ça, ça va être beaucoup de variance, notamment à 3 points. Et aussi, une attaque qui va peut-être se baser un peu sur Westbrook pour le meilleur comme pour le pire. Malgré tout, Westbrook qui fait... c'est Guillaume qui tweetait ça ce matin, je crois. Sa meilleure saison à l'efficacité depuis assez longtemps. Malgré tout, en dessous de la moyenne. Mais qui s'en approchait de plus en plus. Et donc, du coup, pourrait être un petit peu neutre de ce côté-là. Et puis, tu le disais, peut-être moins être dans l'agression au niveau lay-up et autres, mais plus pour ressortir, profiter de la gravité et de l'aide qu'il a tiré. Je suis assez d'accord sur ce constat-là. Darius Garantine qui nous dit Westbrook doit attaquer sur Chris Paul. Ça peut être aussi intéressant, effectivement, d'impliquer Chris Paul défensivement. Lui qui, on le sait, est quand même assez vieillissant depuis la saison passée et n'est plus une si grande garantie que ça. Néanmoins, on l'a dit, offensivement, ça va quand même être difficile de soutenir, je pense, le rythme des Suns.
Je sais pas ce que t'en penses, Jérémy. Les Suns pour lesquels on se fait pas trop de soucis de ce côté-là du terrain. Bah, j'ai l'impression effectivement que côté Suns, de toute façon, ils peuvent se dire on donne la balle à Kevin Durant, enfin on donne surtout la balle finalement à Devin Booker. Kevin Durant fait un énorme travail pour prendre le plus de tirs possible off-ball et d'une efficacité mais absolument effrayante sur les 8 matchs avec les Suns, hein. C'est que 8 matchs, donc effectivement c'est toujours un peu tronqué, mais c'est une efficacité historique comme on en a pas vu. Et du coup, ils savent que de toute façon, si à un moment donné l'attaque s'enraye un peu, ils ont toujours l'option ISO Kevin Durant, qui elle aussi est plutôt du genre à faire money. Donc, on s'inquiète pas trop pour l'attaque des Suns. Euh, la seule chose qui pourrait éventuellement lui poser problème, c'est le fait que Chris Paul puisse. Il a du mal maintenant à aller au cercle et donc il est très dépendant de son mid-range. DeAndre Ayton a tendance à être un petit peu passif en attaque et c'est un problème des fois pour les Suns. Et du coup, vu comme on le disait tout à l'heure, ils n'ont pas vraiment des rotations très intéressantes offensivement. Que ce soit Payne, Ross, Warren et compagnie, il n'y a pas vraiment de garantie de ce côté-là. Si jamais il y a un joueur qui ne met pas dedans, il peut y avoir un ou deux matchs où l'attaque s'enrayera, mais sinon, au global de la série, je pense qu'ils n'auront aucun problème à aller chercher leurs 110-115 points par match, quoi. Néanmoins, et c'est Jedi Padawan qui le disait dans le chat tout à l'heure, est-ce que les Suns vont arriver à imposer leur mid-range ISO à une équipe dense et longue et qui va switch sans déficit de taille? Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui quand même m'interroge. Alors on l'a vu avec la saison des Clippers, c'était un petit peu particulier parce que leur défense finalement s'est affaiblie. Il y a peut-être des maillons faibles dans leur 5, notamment je pense à Westbrook. Mais est-ce que finalement les Clippers, en retrouvant leur identité première, celle qui est défensive, avec des ailiers, avec beaucoup de taille et une capacité de mobilité, de switch, etc., est-ce que c'est quand même pas un match-up intéressant à opposer aux Suns? Jedi Padawan le disait par rapport à l'ISO sur le mid-range et la possibilité de switch, de ne pas laisser de mismatch et de pouvoir, avec des défenseurs sur l'homme plutôt compétents, matcher quand même un minimum ces isolations, tout talentueux que KD et Booker seront, et avec forcément peut-être un avantage de leur côté, mais malgré tout de pouvoir vraiment les jouer. Et tu parlais tout à l'heure, et je pense à raison, du jeu plutôt off-ball de KD. Moi, c'est vrai que c'est une des choses que j'attends de voir. Est-ce qu'on va partir sur du stagger avec un Booker d'un côté et un KD de l'autre, entre guillemets, hein, ce ne sera pas aussi schématique que ça, à cause notamment de l'incapacité peut-être ou le vieillissement de CP3 et le fait qu'il ne puisse plus autant mener le jeu qu'avant et prendre l'offense à son compte. Et dans ce cas-là, si KD se retrouve un petit peu seul pour gérer l'attaque par moment, je me demande à quel point on peut quand même pas revoir la défense qu'on avait vue la saison passée avec Boston. Avec Boston. Parce que je trouve que c'est des équipes similaires, Boston et les Clippers, dans le profil des joueurs défensifs, avec beaucoup d'ailiers, et je pense qu'on pourrait potentiellement revoir un simili prise à deux, ou en tout cas beaucoup de stunts pour enlever le drive à KD et en fait finalement le priver de shoot en venant derrière lui et devant lui, en aidant tout de suite. Qu'est-ce que tu penses de cette solution? Est-ce qu'on n'oublie pas un peu trop la série de la saison passée vis-à-vis de la défense sur KD? Je pense qu'on l'oublie parce qu'on se dit qu'il y a Chris Paul au playmaking et qu'il y a Devin Booker qui est un excellent porteur de ballon aussi. Mais en fait, je pense que la principale raison pour laquelle on l'oublie, c'est que on est tous un petit peu sceptiques du vrai niveau défensif des Clippers sur cette saison. Il n'y aura pas Paul George. Ils ont vraiment perdu sur la saison leur identité défensive. Et en fait, moi, je me demande même qui va vraiment être aligné. Parce que par exemple, Robert Covington, c'est un joueur sur qui en tout cas, que Tyronn Lue n'a pas trop utilisé cette saison. Terrence Mann a un petit peu été mis au placard avec l'arrivée de Russell Westbrook. Il n'y a pas Marcus Morris, je ne pense pas que ce soit un gros problème, mais bon, il faut quand même le noter. Et je les trouve
pas très incisif sur les rotations défensives. Donc est-ce que finalement, comme d'autres, ils se sont gérés sur la fin de saison en se disant qu'ils arriveraient bien à finir 5-6e et qu'après ils se débrouilleraient, ou est-ce que les trades et les arrivées comme celle d'Eric Gordon, Bones Island, etc., n'ont pas justement réduit déjà leur capacité, qui peut-être avaient un petit peu morflé des années qui passent, avec des joueurs qui sont quand même assez vieillissants. Donc sur les schémas, peut-être qu'on va retrouver et on peut retrouver ce que Boston a fait l'année dernière, mais je suis pas du tout sûr qu'on arrivera à ce niveau d'efficacité. Déjà parce que les intérieurs ne sont pas du tout du même niveau de Al Horford et Grant Williams, mais aussi parce que même les ailiers sont pas super rassurants. Je regardais un petit peu là en parlant, et par exemple sur la fin de saison, donc post-trade deadline, les Clippers sont à peine à peine moins de 114 de defensive rating, ce qui est en fait 17e, et des équipes de playoffs qui sont derrière eux, en fait, il n'y en a que deux, c'est les Kings et les Hawks. Ouais, c'est assez parlant et je te rejoins en fait assez. J'aimais bien et j'espérais, j'avoue, de pouvoir revoir un peu cette défense sur KD pour voir un peu où lui il en était aussi personnellement et voir si ça était encore, on était encore en mesure de le freiner. Mais je te rejoins assez, notamment sur l'aspect aussi vieillissant de ses profils d'ailier. Je pense même par exemple à Nicolas Batum qui fait une très bonne saison. Est-ce qu'on peut le voir tenir lui seul toute une série comme ça défensivement? Je suis loin d'être certain, et c'est là où encore une fois la blessure de Paul George aussi est problématique et d'autant plus difficile en plus que par exemple un Kawhi Leonard qu'on pourrait espérer encore voir comme un two-way player et potentiellement un match-up intéressant vis-à-vis de KD, avec le poids offensif qui va préserver, quoi. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, c'est vrai que je suis... Ouais, j'avoue que la blessure de Paul George me frustre pas mal pour cette série, parce que ça malheureusement, ça devrait impacter énormément, je trouve, le match-up, peut-être un petit peu trop pour des Clippers qui peuvent très vite se retrouver assez courts. Est-ce que Jérémy, il y a autre chose que tu souhaitais dire par rapport à cette série avant qu'on passe au pronostic? Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez d'autres choses à ajouter sur cette série, n'hésitez pas à le faire, comme ça on pourra le relayer, alors qu'on salue Antoine également qui arrive sur notre Twitch Game. Très heureux de t'avoir avec nous. Jérémy, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on passe aux pronos? Non, mais je pense que c'est une série qui est floue. Vraiment, c'est flou parce qu'on sait pas trop à quoi s'attendre en termes de rotation. On a du mal à se faire une véritable idée déjà de ce que peuvent faire les Suns maintenant qu'ils sont au complet, quel est vraiment leur véritable niveau face à des équipes impliquées. Et les Clippers, en fait, ils ont tellement été polyformes tout au long de la saison que maintenant qu'on arrive en playoff, c'est toi qui es flou, oui, effectivement, c'est possible aussi. Maintenant qu'on arrive en playoff, en fait, je sais pas à quoi m'attendre de leur part, mais je suis pas très très rassuré sur leur niveau défensif. Et du coup, ça tombe mal de tomber contre un armada tel que celui de Phoenix, quoi. Non, je te rejoins, je ne pourrais dire mieux. Donc du coup, je propose qu'on passe au pronostic. Malgré le fait que ce soit flou, comme Guillaume le rappelle, c'est toi qui es flou. Est-ce que tu es dans le flou justement par rapport à ton prono? Qu'est-ce que tu peux y voir? Je pense quand même que la blessure de Paul George est quand même très dommageable, et que ça va suffire à faire pencher assez tranquillement la série du côté des Suns. Je vois bien un 4-2 assez autoritaire, avec peut-être un ou deux blowouts au milieu pour marquer un petit peu la différence entre les deux équipes. 4-2 déjà pas mal, deux matchs en plus pour ces Suns, nous qui sommes fans des Nuggets et qui sommes de ce côté-là du bracket. Fatiguons-le un peu, il a joué 8 matchs avec Phoenix, c'est un scandale. Moi je suis preneur de tous les matchs qu'il pourrait jouer en plus, pour que ce soit le scouting, que ce soit la fatigue, alors que Guillaume bien sûr nous annonce très fièrement un 4-4, les Suns au tir, au but ensuite, et qui révolutionnerait. Fais attention, il faut pas le dire trop fort, je pense qu'Adam Silver t'écoute, il pourrait proposer une toute nouvelle version des playoffs, quelque chose qui ferait beaucoup plaisir aux annonceurs, bien évidemment. Alors que oui, il a un diamant, mais c'est parce que je ne t'avais jamais vu encore, Antoine, dans le chat, donc tu auras le droit à ton diamant, bien sûr. Pas de jaloux ici, on donne des diamants à l'appel. Pour ce qui est de mon prono, moi, vis-à-vis de la série,
Ouais, j'ai un peu peur du 4-1. J'ose croire que les Clippers, je pense, un Kawhi game, ils pourraient s'en sortir aussi avec l'adresse à 3 points. Je pense que ça, il pourrait peut-être, voilà, s'il y a une conjonction de les Suns peut-être un petit peu en dedans, peut-être un Booker un petit peu moins bon, ou Booker ou KD qui pourrait passer au travers, même si c'est difficile à imaginer, mais bon, imaginons. Et à côté de ça, une bonne adresse du collectif des Clippers, où je trouve que quand même il y a assez de shooters pour peut-être jouer le jeu des mathématiques, et s'ils arrivent à défensivement à amener peut-être les Suns à vraiment rester dans le mid-range et limiter leurs 3 points pour peut-être un petit peu compenser offensivement, avec un bon Kawhi, je me dis qu'il pourrait peut-être soit là choper 1 ou 2 matchs, mais 2 matchs j'ai un peu de mal à le voir, j'ai un peu peur du 4-1. Je pense que c'est ce que je donnerais comme prono. En étant bien sûr un peu emmerdé, hein, parce que comme je le dis, voilà, en tant que fan des Nuggets, si jamais on venait à passer un tour, ce qu'on espère, bon bah on se retrouverait avec des Suns. Je préfère qu'ils soient un petit peu plus lessivés, mais j'ai peur que ce soit difficile. Je sais pas, est-ce que on a C'est vraiment pas trop beau aussi les Suns. Franchement, pour moi quand même, mon playoff, t'as besoin d'avoir 7-8 joueurs sur lesquels tu peux compter. J'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait une rotation de 7-8 joueurs qui soit très très clairement établie chez eux, quoi. Ou en tout cas, que j'aurais envie d'avoir si j'étais fan de l'équipe. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en sous-performance et finalement, le 5e joueur le plus fiable, j'ai l'impression que c'est Torrey Craig. Oui. Bon. Avec Okogie, oui c'est ça. Ouais, Okogie, Okogie. c'est-à-dire que si tu attends de lui de se mettre dans le corner et de shooter, il tire à 30% à 3 points, quoi. Donc c'est pas c'est pas l'arme du siècle non plus, quoi. Non mais c'est évident qu'il y a cette problématique. Je pense aussi à l'intérieur, moi ce qui m'intéresse, mais en fait je sais pas si vraiment les Clippers vont le jouer comme ça, comme tu parlais tout à l'heure un peu de l'arme à 3 points. Moi il y a aussi une manque de profondeur potentiellement à l'intérieur après DeAndre Ayton, où je me dis, mais voilà, je pense que voilà, les Clippers sont pas aptes, c'est pas une des équipes qui va pouvoir jouer sur cette difficulté faiblesse, potentielle là, du coup en poussant les Suns à mettre KD au poste 5 à certains moments. Mais le problème c'est que c'est pas le match-up pour, quoi. On parlerait des Nuggets, je te dirais bon, ça c'est quelque chose qu'il va falloir potentiellement voir. Pour les Clippers, bon voilà, c'est pas Plumlee ni Ivica Zubac qui risque de trop peser là-dessus. J'ai du mal à le voir, quoi. D'autant plus Ouais, surtout au vu de leur sachant défense sur qu'on se pick and dit roll. qu'il va y avoir potentiellement un fort out avec Russell Westbrook, donc bon, tu vas surtout en fait, les faire défendre au large idéalement, quoi. Voilà, c'est plutôt ce à quoi je m'attends. Donc du coup, c'est vrai que bon, la profondeur, moi je m'attends. En fait, je me dis qu'il n'y aura pas le temps vraiment de tester ça si jamais en fait les Suns affleurent plus loin. Et comme la défense, comme tu l'as dit, qui est pourtant l'identité des Clippers, comme elle est quand même à remettre un petit peu en question, tout de suite, ça rend les projections un petit peu plus pessimistes malheureusement.